Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire aujourd'hui qu'on a le plaisir d'organiser avec notre nouveau partenaire Check-in. Donc Nicolas est là aujourd'hui pour présenter un peu les services de la société, voir comment elle peut accompagner les property managers, notamment sur l'étape d'enregistrement des voyageurs, aussi l'identification. Donc on sait que ça peut être quelque chose d'un peu compliqué vu les régulations notamment de chaque pays. Qui sont différentes et qui évoluent beaucoup. Donc, je pense que c'est là où vous avez une super valeur ajoutée en fait, à aider les property managers à gérer tout ça. Donc voilà, je te laisse prendre la parole du coup si tu veux, Nico, pour présenter Check-in. Et puis, je vous propose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Je pense qu'on va faire une partie présentation et ensuite on ouvrira les micros aussi de tout le monde pour ceux qui nous rejoignent pour avoir une partie questions-réponses. On est parti pour combien de temps a priori? Je dirais 25 minutes, une demi-heure. Allez. Merci Audrey pour cette introduction. Donc, je suis Nicolas, donc je travaille pour Check-in et donc on a développé une solution pour améliorer toute la partie Check-in. Donc, on a essayé de digitaliser en fait toutes les étapes du Check-in. Donc, je vais ouvrir mon écran, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer un petit peu les différentes solutions qu'on pourrait apporter. Donc l'idée en fait, c'est l'idée est partie, on va dire, de notre CEO qui était un property manager en Espagne. Et en gros, il avait énormément de problèmes pour pouvoir récupérer les informations de chaque voyageur avant l'arrivée. Et donc, il a développé, on va dire, cette solution pour pouvoir un petit peu l'aider à accélérer et à améliorer un petit peu l'expérience de ces visiteurs, de ces voyageurs. Donc, il y a certainement dans cette présentation des parties qui ne vont pas forcément être adaptées pour vous. Je vais vous présenter un petit peu la solution telle qu'on a, adaptée pour une vingtaine de pays, que ce soit en Europe ou en Amérique du Sud. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur des parties qui vous concernent un peu moins forcément. Donc, il y a énormément de voyageurs internationaux qui viennent sur le marché européen. C'est un marché qui est grandissant, surtout au niveau du vacation rental, des appartements. C'est assez important de plus en plus. Donc, en gros, il y a des obligations que les hôtes doivent respecter, comme identifier et enregistrer les invités. En Europe, il y a à peu près 28 pays avec 28 réglementations différentes. Donc, en gros, les obligations légales, il y en a plusieurs et ça va dépendre aussi des pays. Donc, il y a l'enregistrement à la police, c'est-à-dire que dans certains pays, il faut envoyer les informations à la police à chaque fois qu'il y a un check-in. Il y a les formulaires d'entrée. Dans certains pays, ils sont présents, mais on ne les utilise pas forcément, comme la France. J'y viendrai un peu plus tard. Le stockage des documents. Alors ça, c'est le stockage des formulaires d'entrée qu'il faut garder plusieurs années ou semaines, dépendant de la localisation de la propriété. Il y a les statistiques et il y a les taxes de séjour. Donc, on va aller voir un petit peu plus en détail ces différents points. Donc, les obligations légales de la police, donc comme j'évoquais juste avant, donc les propriétés sont tenues par la loi d'envoyer des informations à la police. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un check-in, par exemple, que ce soit en Espagne, au Portugal, en Italie, en Tchécoslovaquie, et à chaque fois, il y a un portail de la police où les propriétés doivent envoyer. Donc, selon les pays, il y a différentes législations avec, par exemple, il faut envoyer certaines informations dans certains pays, d'autres non, etc. Donc là, je vais passer un peu rapidement parce qu'en France, il n'y a pas forcément cette obligation. Après, donc, les obligations légales, nous, on couvre l'Espagne, l'Italie, le Portugal, Dubaï, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, le Royaume-Uni, la France,
la Belgique, la République tchèque, la Colombie, la Roumanie, la Thaïlande et la Grèce. Et on a encore quelques pays qui sont sur le point d'arriver. Donc, en gros, pour les documents, et c'est là où ça va être intéressant, je pense, pour la France, même si c'est pas très utilisé ou pas très, on va dire, les propriétés ne sont pas trop courtes, donc elles le font pas trop. Mais en gros, pour les ressortissants étrangers, en France, les propriétés ont une obligation de créer un document qu'elles doivent garder pendant à peu près 6 mois, avec certaines informations qui sont comme le nom, la nationalité, le numéro du document, etc. Donc là, il y a un petit texte de loi qui est un article de loi qui explique un petit peu plus en détail cette obligation, qui nous dit que toute personne au-dessus de 15 ans on doit créer un document qui doit être gardé pour une période de 6 mois. Et donc la gendarmerie peut à n'importe quel moment venir dans la propriété pour vérifier en fait les 6 derniers mois des documents. Donc effectivement, c'est pas quelque chose qui est très, on va dire, respecté par les propriétés, mais c'est quelque chose qui va certainement être de plus en plus, on va dire, poussé à être obligatoire, parce qu'il y a une certaine centralisation au niveau européen pour savoir où sont les personnes et où ont été les personnes dans l'espace Schengen pendant un certain moment. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'arrêter aussi pendant certaines parties, c'est comme vous préférez. Moi, je veux bien dire Ouais. juste une chose. C'est rigolo parce qu'évidemment, c'est très intéressant, surtout qu'aujourd'hui, comme tu le sais, j'imagine, on n'a aucune de ces informations, hein, puisque Airbnb, Booking, Airbnb les garde précieusement, Booking s'en contrefiche tant qu'ils ont des réservations et qu'ils prennent des ronds de commission. Et donc, une fois qu'on a un problème, par exemple, avec un voyageur qui a cassé quelque chose, il est strictement impossible de récupérer ces informations. Et c'est pas lui qui va les donner de son propre chef forcément, puisqu'il n'aura pas envie d'assumer ses responsabilités. Du coup, il faut porter plainte, ce qu'évidemment on ne fait pas parce qu'on a autre chose à faire. Et voilà. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc en fait, il y a plusieurs choses. C'est que effectivement, Booking et Airbnb, des fois, ils préfèrent ne pas compliquer la tâche de ces autres, parce que effectivement, eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'inventaire, parce que c'est là où c'est comme ça qu'ils se font de l'argent, c'est en ayant du volume à vendre. Maintenant, c'est vrai qu'ils commencent un peu à bouger. Par exemple, en Espagne, ils ont créé donc une espèce de forum pour aider les propriétés à être compliant avec la loi. Mais c'est surtout parce qu'en fait, il y a beaucoup de leurs propriétés qui ont perdu leur licence, et du coup, ils se sont aperçus qu'ils perdaient justement de l'inventaire dû justement à un manque on va dire, de respect des lois en vigueur. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont mis ça en place pour essayer un petit peu d'éduquer leurs hôtes. Effectivement, en France, en France ou dans d'autres pays, il y a peut-être un petit peu moins de suivi du gouvernement pour mettre des sanctions, mais effectivement, au niveau européen, ça commence un petit peu à bouger pour que ça s'harmonise un petit peu. Et pour en revenir à votre commentaire, effectivement, porter plainte, pour porter plainte, il faut savoir exactement les informations du client, d'où l'idée en fait pour nous de pouvoir aussi capturer toutes ces informations et que cela puisse vous servir aussi pour, au cas où il y a un litige, pouvoir avoir les vraies informations du client. D'accord. Après, je viendrai sur un autre point aussi. On est en train de développer un partenariat avec une solution, mais pour gérer tous les déposits, ça, j'en viendrai au moment de la taxe de séjour, parce que ce sera lié avec ça. Donc ça, effectivement, ce texte de loi, il est
il est présent dans plein de pays. Il y a plein de pays qui sont plus ou moins respectueux de cette obligation ou pas. Voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement pour vous aussi, au-delà de la partie légale, c'est aussi d'avoir les informations de vos clients, par exemple le mail ou le téléphone, pour pouvoir, dans le futur aussi, faire certaines campagnes marketing pour pouvoir faire répéter un client qui est déjà venu. Si un client, ça lui a plu de venir une semaine au ski dans votre chalet, effectivement, ce sera peut-être plus facile de le faire revenir, peut-être pas l'année d'après, mais dans 2 ans ou dans 3 ans, et de garder son vrai email, c'est quelque chose qui est important. Donc, si on continue, rapidement sur les statistiques, vraiment similaires à la partie police. Donc, c'est l'envoi d'informations qui est un peu différente à celle de la police, mais c'est plus pour l'envoyer à des instituts de statistiques comme je crois que c'est l'INSEE en France ou dans d'autres pays. En gros, c'est pour qu'ils puissent faire des calculs et on va dire pour adapter un petit peu la communication touristique de leur région. Donc, par exemple, si on sait que sur la Côte d'Azur, il y a beaucoup d'Allemands qui viennent et que c'est des Allemands qui sont avec une famille de 3 enfants, on fera des communications plus adaptées pour essayer de justement faire venir ce genre de clientèle l'année d'après. Donc en France, il n'y a pas trop ça, mais tout ce qui est Italie, Espagne, même l'Allemagne, ils sont assez avancés là-dessus, ce qui permet de booster un petit peu l'attrait touristique de certaines régions. Donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'en France, on est un petit peu en retard là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose qui va certainement se mettre en place dans les années qui arrivent. Non seulement en retard, mais je dirais que les Français ne sont pas très enclins à partager ce genre d'informations avec leurs autorités, hein. Il y a un frein énorme de la part des. Enfin, moi, je suis belge, mais je vois bien qu'il y a un frein considérable de la part de mes amis français pour fonctionner dans un système comme celui qui nous est présenté aujourd'hui. Alors, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que aussi il y a toujours, comme on dirait en France, vivons bien, vivons cachés. On n'aime pas trop donner ces informations, même si dans certains pays, c'est quand même obligatoire. Donc, il y a quand même le fait de dire, si vous respectez pas la loi, vous perdez la possibilité de louer votre logement, ce qui n'est pas du tout, je crois, le cas en France. Il n'y a pas vraiment de possibilité de perdre la possibilité de ne plus louer son logement, peut-être avec la taxe de séjour, mais je crois que c'est plutôt des amendes et il laisse quand même la possibilité de continuer à louer le bien. Donc, on est quand même assez flexible sur ce sujet en France. Alors, si je continue, donc nous, en fait, notre solution… Alors, attendez, hop. Voilà, la taxe de séjour. Donc, la taxe de séjour, là, qui va être intéressant sur la France. Comme dans d'autres pays, il y a des taxes de séjour qui sont calculées avec différents paramètres. Donc, nous, en fait, l'idée, c'est de pouvoir donner la possibilité à l'hôte de créer sa propre taxe de séjour pour que pendant le processus du online check-in, donc le online check-in, c'est quelque chose qui va être envoyé par email ou par WhatsApp. C'est un lien qui va être envoyé par email ou par WhatsApp au client. Et le client donc va cliquer sur le lien, ça va lui ouvrir une fenêtre. Et c'est là où il va faire toutes les étapes un petit peu du online check-in. Et donc, une des étapes du online check-in sera donc le paiement de la taxe. Donc, la taxe sera calculée selon les différents paramètres, donc le nombre d'adultes, le nombre d'enfants, la saison, etc. Et là, on va lui proposer donc au visiteur principal de payer la taxe de séjour pendant ce processus. Donc, on sait qu'il y a certaines
agences de voyage en ligne qui prennent déjà cette taxe. Donc, on est capable aussi d'enlever, on va dire, cette étape selon l'origine de la réservation. Donc, nous, ce qu'on va faire en plus de ça, on va pousser un petit peu plus loin. On est en train de discuter avec une société qui est spécialisée dans tout ce qui est deposit. Et en gros, ce qu'on veut faire, c'est en une seule étape, on veut pouvoir donc charger, facturer donc au client la taxe de séjour, possiblement le reste du paiement de la réservation, parce que des fois, il y en a qui payent seulement 20% à un certain moment, et on peut aussi leur charger le reste de la réservation, et surtout prendre un déposit qui ne sera pas un déposit qui durera un certain temps, c'est un déposit qui sera donc valide le temps que la carte est valide. Donc, c'est-à-dire que si la carte est valide jusqu'en 2024, c'est un déposit qui sera valide jusqu'à cette période. C'est pas Sweekly alors votre partenaire, c'est un autre. Si, ce sera Sweekly, si. Ah d'accord, parce que Ah ouais. 2024, ça m'étonnait que Alors, avec eux, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais c'est pas grave. alors peut-être pas autant, mais je crois que c'est au moins 2 ans, je crois, D'accord. à ce qu'on en a discuté avec eux. Bon. Mais légalement, en fait, tant que la carte est valide, je crois qu'ils peuvent, par contre, ils bloquent pas d'argent. C'est-à-dire que c'est pas, on n'embête pas le client pendant ses vacances à dire, on vous a pris 1 000 € sur votre carte, on vous a bloqué 1 000 € sur votre carte. Ils continuent de pouvoir avoir accès à on va dire, à leur argent. Mais si jamais il se passe quelque chose, effectivement, il y aura possibilité de prendre le déposit. Donc là, on est sur la partie intégration avec eux, on a discussion et intégration. Donc ça devrait arriver d'ici, je dirais, 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Alors, la solution en elle-même. Nous, ce qu'on fait, c'est on a 2 grosses parties. C'est la partie identification, validation, et après la partie, on va dire, légale. Donc, si on va sur l'identification, nous, on utilise un OCR. Donc, un OCR, c'est un scanner de documents, et un biometric match. Donc, ça permet, je vais vous le montrer un petit peu plus loin, une validation de l'identité de la personne. Donc, en gros, les différentes étapes, c'est le voyageur donc réserve en ligne. Donc, nous, on arrive à ce moment-là, après la réservation. Donc, le check-in online, c'est récupérer les informations en ligne du voyageur. Le check-in, donc là, c'est envoyer toutes les informations légales aux autorités. Et après, on pousse un petit peu plus loin même, on a la possibilité de donner l'accès. C'est-à-dire que nous, on part du principe que l'accès ne doit être créé et donné après et seulement après que le voyageur ait complété ses obligations, donc c'est-à-dire envoyer ses informations, payer la taxe de séjour, qu'on ait une validation de la personne. Et après, nous, en fait, on va être connecté à différentes solutions d'ouverture de portes où on pourra leur dire, voilà, là, vous pouvez créer cet accès pour cette personne parce qu'il a bien complété toutes ces obligations, on va dire, pendant le check-in. Donc voilà, donc l'expérience, c'est une expérience sans contact et sans papier. Donc c'est en ligne avec un online check-in qui est envoyé avant l'arrivée du client. Et on a aussi donc le check-in sur site. Donc là, c'est la possibilité, grâce à un iPhone ou un iPad, de scanner les informations du client directement à son arrivée. Donc, ça réduit le temps et ça augmente un petit peu le… Donc, créer et configurer votre compte check-in. Bon, là, on ne va pas forcément y aller trop en profondeur, mais juste pour vous dire que l'idée, c'est que l'intégration avec BookingSync, c'est une intégration qui a été faite pour vraiment faciliter l'utilisation de notre solution. Donc, en gros, à la première connexion, nous, on récupère toutes les informations des propriétés. Donc, quand on a 1 ou 2 propriétés, bon, c'est pas quelque chose de waouh,
Mais quand on commence à avoir 10, 15, 20, 100 propriétés, le fait de pouvoir importer toutes ces informations, ça fait gagner énormément de temps. Et après, effectivement, on a la synchronisation des réservations qui rentre dans notre solution et on peut justement donc soit faire la communication de notre côté, c'est-à-dire envoyer des emails automatisés aux clients, soit on a aussi la possibilité d'envoyer le lien à BookingSync pour que la communication se fasse depuis BookingSync. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez sympa. Je vais, de toute façon, sur cette partie-là, si après vous êtes intéressé, on peut parler un petit peu plus en privé. Là-dessus, il n'y aura pas de problème. Donc, l'inscription des clients en ligne, bon, bah voilà, là, c'est l'email qu'ils vont recevoir. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les différentes étapes. Donc ça, c'est la première étape où le client va confirmer un petit peu ses dates de check-in, check-out. La propriété peut rajouter le logo. On va récupérer les informations des adultes et des enfants pour calculer la taxe de séjour après. Là, on va faire donc un scanner de la carte d'identité. Donc là, on va pouvoir extraire les informations qui sont dans le MRZ code. Donc ça, c'est les 3 petites lignes qui sont en bas du passeport et des cartes d'identité. Donc en gros, nous, on est capable de lire presque tous les passeports et toutes les cartes d'identité, excepté peut-être celles du sud de l'Italie qui sont encore un peu comme nos anciennes cartes d'identité en papier. Donc là, après avoir récupéré ces informations, le client va pouvoir vérifier et corriger si ces informations sont bonnes. Et on va aussi prendre une signature. Donc la signature, elle est assez importante pour certains pays où on va créer donc ce formulaire d'entrée qui doit être signé dans certains pays. Après, donc, nous, on a le biometric match. Donc, le biometric match, il est très important dans la partie self-check-in où on veut donner l'accès au client. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc extraire la photo du passeport ou de l'ID. On va demander au client de faire un selfie. Et là, on va donc, on a une solution qu'on a créée qui va permettre en fait de comparer ces deux visages et sur certains points du visage pouvoir faire donc on appelle ça une biométrique match, de pouvoir donner un score de corrélation entre ces deux visages. Donc si le score atteint un score suffisamment élevé, on peut être, on va dire, on peut valider l'identité et donner l'accès à la propriété d'une manière plus tranquille. Après, bon, bah, il y a la taxe de séjour où on va donner un petit récap de ce qu'il y a à payer, le total et donc la possibilité de payer en ligne. Et après, voilà, donc pourquoi check-in? Donc les 3 points, c'est économiser du temps et des coûts pour l'hébergement, être conforme à toutes les obligations légales et améliorer l'expérience du client en accélérant le processus de vérification et de check-in. Voilà, merci pour m'avoir écouté, de m'avoir écouté. Désolé l'accent parce qu'en fait, je suis entre l'Espagne, la France et l'Angleterre. Du coup, parler français pendant autant de temps, c'est un peu bizarre pour moi. Mais merci de m'avoir écouté en tout cas. Ah non, si mais vous avez des questions. on voit bien que tu es français à la base, hein, ça ne nous a pas échappé. Alors, moi, j'ai quelques questions, en effet. Bon, ben, la première, elle est pas du tout mentionnée dans ton système, mais il est évident que ça va être, à mon avis, un frein important à ton développement. C'est que les gens vont avoir peur parce qu'ils vont plus pouvoir faire de noir, alors que c'est la manière dont ils fonctionnent depuis toujours. Bon, j'en parle avec d'autant plus de facilité que nous, ça ne nous intéresse pas et on a compris depuis un certain temps qu'il valait beaucoup mieux tout automatiser, n'avoir aucun noir et être bien tranquille. Mais on est à des années-lumière de ce genre de réflexion de la part de tous nos concurrents. Ici, par exemple,
où le black est vraiment, c'est même pas une coutume, c'est que c'est une manière d'être. Enfin oui, c'est quasiment la même chose. Alors, par rapport à ce que tu disais pour les réservations, donc ça m'a l'air vraiment positif quand même, la possibilité de faire la vérification de la concordance entre la photo réelle et la photo sur le document officiel, parce que nous constatons que surtout les groupes, par exemple, de potes dont les intentions ne sont pas forcément de remettre l'appartement dans cet état nickel, s'organisent systématiquement, notamment sur Booking.com, pour faire des réservations à des faux noms, sans mentionner leur nom. Donc, évidemment, ils vont avoir un frein à leur volonté. On a déjà eu ça plusieurs fois hein, dans une station de ski. On n'a pas toujours des gens qui ont des intentions louables. Et donc, en effet, ça m'a l'air d'être quelque chose de bon. Attention quand même, parce que ce type de client, quand il va recevoir la demande d'identification et de vérification, il va être tenté d'annuler son séjour. Hein, donc ça m'a l'air quand même d'être un certain frein. Et puis, est-ce que certains, justement, la question du frein à la réservation m'apparaît important. D'abord, à la réservation, moi, il m'apparaît obligatoire de mentionner sur mes annonces, si jamais je décide de faire confiance à ta structure, il m'apparaît obligatoire de mentionner que leur identité va être vérifiée par la suite de manière tout à fait légale et via des processus autorisés par la loi, etc. Mais donc déjà, il va falloir le mentionner. Peut-être sera-ce déjà un frein à ce moment-là. Et puis, de nouveau, même question que tout à l'heure par rapport à ceux qui font des réservations à de faux noms. Est-ce que, une fois que la personne va recevoir les demandes de vérification de son identité, est-ce qu'elle ne va pas, une nouvelle fois, être tentée de dire « Oula, ça devient trop compliqué ». On va arrêter là. Moi, je vais annuler ma résa parce que de toute façon, je peux le faire jusqu'à J-15 gratuitement. Et puis, je vais prendre un concurrent qui va me laisser tranquille. Nous, on a déjà constaté ça, notamment avec Sweekly. Il y a des clients qui disent « Oh, Sweekly, oui, d'accord, je dois aller mettre mes coordonnées de carte de crédit. Je n'avais pas lu ça parce qu'il est bien connu que sur Booking, les clients, ils lisent rien. Ils réservent et puis ils lisent pas du tout les obligations auxquelles ils vont être soumis. » Enfin, tout ça m'a l'air d'être complexe. Et le troisième point, c'est que fait-on des personnes âgées non connectées? On en a quand même fréquemment. Nous, on a tout ce que tu racontes, on l'a déjà expérimenté pas mal, grâce à BookingSync d'ailleurs, puisque on a tout. Hein, on travaille avec Igloo Home aussi pour la récupération des clés. Les codes Igloo Home ne sont envoyés que lorsque la totalité a été payée, que lorsque les taxes de séjour ont été payées, que lorsque la caution Sweekly a été sécurisée. Et puis maintenant, on pourrait encore ajouter que lorsque l'identité a été vérifiée. Ça fait beaucoup pour une nuit dans un hébergement avec sa femme et ses deux gosses. Oui, alors effectivement, hein, là-dessus, alors il y a plusieurs points. Si on repart sur le premier point, c'était donc ouais, alors la personne quand elle fait le processus, à un moment donné, quand elle appose sa signature, elle va faire deux checkbox où elle va confirmer d'avoir lu et d'accepter les termes et les conditions. Et dans ces termes et les conditions, il y a tout ce qui est GDPR, donc stockage des informations, d'avoir accepté un petit peu le fait qu'on va utiliser ces informations pour pouvoir valider l'identité et de pouvoir sécuriser, on va dire, un petit peu le fait que c'est une vraie personne qui vient et que cette personne-là, c'est bien celle qui a été donnée lors de la réservation. Donc ça, c'est le premier point, je crois. Le deuxième point, alors on reviendra peut-être sur le deuxième point après, mais sur le troisième point, c'est sur les personnes âgées. Oui. Donc les personnes âgées, la majorité du temps, au lieu de faire un check-in donc online, on va faire un check-in on-site. Donc là, on va accueillir ces personnes-là et on va faire le processus au moment de la remise des clés. C'est-à-dire qu'au moment de la remise des clés, on va leur dire bon ben voilà, donnez-nous votre carte d'identité et on va scanner la carte d'identité au moment de l'arrivée.
Alors après, c'est ce que je dis, c'est selon certains pays, les obligations, elles sont plus ou moins difficiles ou flexibles que dans d'autres pays. En France, par exemple, il n'y a pas du tout cette obligation. Donc après, c'est un peu à l'autre de savoir s'il veut ou pas garder ces informations pour deux raisons. Moi, je pense que la première raison, c'est la raison marketing, c'est de pouvoir se construire une base de données client parce que je pense que c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup moins cher de faire répéter un client parce que ce sera une réservation directe, parce que vous avez déjà eu une expérience avec ce client, que ça s'est bien passé, il va y avoir moins de problèmes, etc. Que prendre un client lambda sur Booking que vous connaissez pas, qui va vous coûter 20% de la réservation et qui va peut-être faire des dégâts dans l'appartement. Le deuxième point, c'était au niveau du noir, c'est ça? C'est Le deuxième point, voilà. c'était l'identification, le fait que ce soit en fait peut-être une étape compliquée et que du coup les voyageurs ne sont pas prêts à faire. Et juste petite information, Nicolas, j'ai également cette question en fait dans le chat. Les gens demandent si cette étape d'identification est obligatoire. Et je voulais juste du coup, sous couvert que tu me confirmes, mais en fait cette étape-là, elle est optionnelle finalement. On peut utiliser Check-in pour la collecte d'informations, pour le stockage d'informations et pour l'envoi d'informations aux autorités locales. Mais l'option d'identification en ligne est une option que vous devez vous activer sur demande du coup du client. Donc, ce n'est pas Exactement. obligatoire pour les clients d'utiliser ces fonctionnalités et pas obligatoire de la proposer aux voyageurs. Voilà, donc en fait, pour être bien clair, donc après, je reviendrai sur le noir après. Donc on a deux packs. On a un pack qui est le pack basique, où en fait l'idée c'est juste récupérer les informations du client, une signature term and condition. Et après on a le pack qui va être un petit peu plus avancé, où là on va pouvoir rajouter la taxe de séjour, on va pouvoir rajouter la connexion aux entreprises d'accès de porte. Le biometric match. Donc le premier pack est vraiment plus simple et plus rapide. Alors pour en revenir au noir et effectivement à la difficulté de l'acceptation des clients qui vont dire ouais mais moi j'ai pas envie de faire ça parce que c'est trop pour ma part et du coup je vais aller à la concurrence. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi ça m'est arrivé pendant l'été. Je suis moi aussi un hôte. J'ai une personne qui venait de France. L'appartement que j'ai, il est en Espagne. Et là, en Espagne, ça rigole pas du tout. Faut le faire ou on perd sa licence. Et effectivement, moi personnellement, j'ai préféré laisser partir cette personne parce que je me dis que si dans un sens, elle veut pas donner ses informations, c'est qu'elle a peut-être quelque chose à se reprocher et j'ai pas envie d'être mêlé à un problème, quel que soit pénal ou quoi, que ce soit un problème. J'ai pas envie d'être mêlé à ça. Donc effectivement, il y a un moment donné où soit l'ensemble des pays européens et l'ensemble des hôteliers se mettent d'accord pour dire OK, on respecte tous les lois en vigueur et dans ces cas-là, les clients, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de respecter la loi comme tout à chacun. Soit on va continuer dans un système un peu hybride où il y en a qui vont dire non mais moi je suis plus flexible, je m'en fous et je laisse rentrer n'importe qui dans ma maison. Je pense qu'on a vécu en France il y a quelques années une série d'attentats, etc. où effectivement on a eu beaucoup de mal à savoir où les gens sont passés, dans quelle maison ils sont passés. Et ça, c'est tout à fait quelque chose que l'Espagne, après les attentats d'Atocha dans les années 2000, ils ont encore plus serré la vis sur ce niveau-là pour pouvoir traquer aussi bien donc le mouvement des gens et encore plus depuis le Covid, où ils veulent savoir si par exemple dans un pays il y a un gros cluster, ils veulent savoir où sont les ressortissants de chaque pays pour pouvoir suivre un peu l'évolution de la pandémie basée sur donc la situation la migration de ces ressortissants de ce pays-là. Donc oui, ma réponse elle est claire. Effectivement, rajouter toujours une étape pour le client, c'est un peu pesant. Mais après, je pense que
depuis le Covid, les gens, ils n'ont plus forcément envie d'avoir un contact avec les gens. Donc, de toute façon, vous allez les voir au moment de l'arrivée. Et au moment de l'arrivée, c'est pas juste vous donner les clés. Vous avez tout un système de signature de contrat, récupération des informations, etc. Donc, l'idée un peu, c'est d'éduquer le client à lui dire, voilà, ce qu'on fait en ligne, ce que vous pouvez faire en ligne tranquillement chez vous dans votre canapé, ce sera quelque chose que vous n'aurez pas à faire au moment du check-in. Est-ce que tu as déjà pensé éventuellement à contacter Booking.com à ce sujet? Parce que Airbnb, franchement, fait quand même la part de boulot, hein. Quand il y a un gros scandale et un appartement saccagé, Airbnb rembourse, hein. Surtout si l'hôte a l'intelligence de faire un peu de publicité auprès de la presse locale ou autre. Airbnb réagit très vite et rembourse le nombre de dizaines ou parfois même de centaines de milliers d'euros qu'il faut de manière à ce que une solution soit trouvée. Par contre, Booking ne fait rien, hein. Booking, c'est vraiment, après moi, le déluge. Et eux, non, mais c'est objectivement scandaleux. Quand on réfléchit au fait que l'hôte est quelque part obligé de recevoir chez lui des gens dont il ne connaît rien. Enfin, on est quand même dans un truc de foule, hein. Et on est obligé d'avoir une application comme la tienne qui fait le boulot, euh, pardon, mais des OTA, hein. C'est eux qui doivent Alors, ouais, garantir. alors, alors pour moi, là, si on part un petit peu je pense qu'il y a quelque chose un petit peu dans l'industrie qui est cassé. Je pense que, effectivement, dans un monde parfait, effectivement, la source, donc l'OTA, l'OTA, elle devrait être en responsabilité de passer la bonne information à la propriété. Ce qui n'est pas du tout le cas, parce que même Booking envoie un mail temporaire aux propriétés, parce qu'en fait, elles partent du principe que c'est leur client et pas le client de la propriété. Donc, en fait, ils se considèrent comme une marketplace où, en fait, vous êtes considéré comme un vendeur de biens à leurs clients. Donc, c'est un peu un schéma qui, à mon avis, et qui, à mon avis, dans le futur, va changer. Là, Booking, on est en discussion avec eux parce qu'en fait, ils sont en train de lancer leur online check-in. Donc, ils vont en fait, on va dire, utiliser le mail de confirmation de réservation pour pouvoir lancer un peu près le même système que nous pour la capture des datas. Et en gros, on est en train de voir avec eux pour pouvoir, en fait, on leur donne les informations que nous, on a besoin dans les pays comme l'Espagne, l'Italie, etc., pour après pouvoir les envoyer plus facilement à la police. Donc, en fait, ça avance un peu, mais en fait, en gros, cette information qu'ils vont capter, ils vont pas l'envoyer à la propriété, ils vont l'envoyer à nous, qu'on puisse l'envoyer à la police, et nous, on l'enverra à la propriété. Donc, on va être un peu comme un hub de capture de données ou de livraison de données. C'est intéressant, merci. Mais Airbnb, pour en venir à Airbnb, alors ils ont une clause dans leur police qui est de dire que l'hôte ne peut pas utiliser le chat pour récupérer des informations supplémentaires du client. Donc nous, en fait, on est un peu… Avant la réservation, hein, pas après. Alors, même après la réservation, on peut récupérer quelques informations, mais on ne peut pas récupérer, alors sauf dans les pays où logiquement il y a une partie légale, mais dans leur obligation ou dans leurs termes et conditions, ils disent clairement que logiquement, le chat ne devrait pas servir à récupérer des informations additionnelles sur le client. Comme quoi? Comme la carte d'identité, par exemple. Ouais, comme la carte d'identité, comme des informations que eux ne vous fourniraient pas. Donc, par exemple, son email. Alors, son email, je crois qu'il donne un email Airbnb, je crois. Le téléphone, vous pouvez l'avoir, mais après, il y a des informations que vous pourrez pas avoir et qui sont, par exemple, nous, il y a quelque chose sur lequel on essaie de se battre et de leur expliquer. Et c'est amusant, mais on a plus de facilité à discuter peut-être avec HomeAway là-dessus. C'est-à-dire que
quand il y a une réservation qui est faite sur Airbnb, ça peut être une réservation avec une vingtaine de personnes. Parce que des fois, il y a des maisons et ils vont faire une réservation ou un chalet pour 20 personnes. Et en fait, Airbnb ne connaissent l'identité presque que de la personne principale. Et nous, ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est que le fait de pouvoir capturer les informations des 19 autres personnes, ces 19 autres personnes peuvent après potentiellement être un client Airbnb. Parce qu'après après le stay, Airbnb pourrait renvoyer un email à ces 20 personnes en disant comment s'est passé votre voyage. Si vous voulez refaire une réservation, n'hésitez pas à utiliser nos services. Et dans ces cas-là, peut-être que sur ces 20 personnes, peut-être que seulement 3 sont déjà des clients Airbnb et que potentiellement, ils pourraient avoir d'autres clients. Mais c'est surtout, nous, on est des fervents supporters de dire que ces informations du client, elles appartiennent à la propriété, à l'hôte. Et c'est grâce à ces informations que l'hôte peut continuer à survivre en faisant en boostant ses réservations directes. Parce qu'effectivement, moi, je suis persuadé que quand vous faites un voyage dans un appartement ou dans un chalet qui est canon, avec des amis, vous avez l'intention ou vous avez dans l'idée de peut-être y retourner un jour. Et si l'hôte ne fait pas un petit peu de marketing et ne booste pas un peu le fait de pouvoir récupérer ce client une nouvelle fois, à mon avis, c'est un des points que les propriétés doivent développer pour pouvoir développer leur vente directe. Donc, nous, on est un lien hyper important là-dessus parce que des fois, vous n'avez pas les bonnes informations pour les contacter. Peut-être une petite dernière question, Nicolas, puis après je te propose qu'on termine le webinaire, sauf s'il y a d'autres questions, mais a priori dans le chat, j'ai eu deux petites questions en privé auxquelles j'ai répondu, Nico, pour information. Je voulais te demander si tu penses que justement avec la crise sanitaire Covid, est-ce que tu vois du coup des impacts un peu arriver sur la procédure de check-in? Donc comme tu le disais tout à l'heure, en fait, votre solution va permettre notamment d'offrir une procédure de check-in 100% en ligne et donc en fait d'éviter le contact physique, ce qui peut être pour certains voyageurs intéressant et quelque chose qu'ils vont regarder. Donc en fait, les property managers peuvent informer le voyageur de cette procédure en ligne en amont de la réservation. Donc, ça peut être finalement, plutôt qu'un frein, en fait, quelque chose qui permet de concrétiser la réservation. Mais voilà, est-ce que tu vois peut-être plus des régulations justement arriver en termes justement de suivi, de mouvement des gens finalement? Je sais par exemple qu'en Allemagne, là, il y a a priori une régulation qui est passée comme quoi les touristes les ressortissants allemands ne seront pas remboursés des soins hospitaliers s'ils attrapent le Covid, s'ils viennent d'une région à risque. Par exemple, Paris, la Côte d'Azur pour l'Allemagne sont des régions à risque. Donc, si les Allemands reviennent de ces régions-là, du coup, leurs soins ne seront pas remboursés. Donc voilà, là, je me posais la question du coup si… Ils seront pas remboursés s'ils partent une fois que ils avaient connaissance que la zone était rouge, hein, mais ils restent remboursés s'ils se trouvaient déjà là-bas lors du changement de couleur. Oui, complètement, oui. Oui. Alors, clairement, nous, avant le Covid, discuter avec des PMS sur le online check-in, c'était pas une priorité pour eux. En gros, dans tout ce qui était vol dans l'industrie donc donc de l'avion, etc. L'online check-in, il est présent depuis plus de 10 ans. Donc, quand on fait un vol Vueling, on sait qu'on doit aller sur son application Vueling, télécharger son boarding pass, etc. Donc, en gros, nous, le Covid, pour nous, ça a été vraiment au début, on s'est dit, ça va être chaud, etc. Et en fait, pour nous, ça nous a vraiment ouvert une porte parce qu'effectivement, toute la partie sans contact, d'accélérer toute cette partie d'expérience du guest, etc. C'est quelque chose pour nous qui va être très positif. On en tire un peu notre carte, malheureusement, comparé à d'autres. Mais en gros, c'est vrai que ça va accélérer toute une partie de data, de suivi,
comme ce que tu me disais, Audrey, sur la partie des Allemands qui vont pas forcément être remboursés quand ils vont dans des zones à risque, ça va certainement se centraliser et s'homogénéiser sur l'Europe. Alors l'Europe, ça va un peu doucement. Je suis pas sûr que ça soit très rapide, mais en tout cas, nous, on voit que avec l'évolution qu'on a vue sur tous les pays européens, à mon avis, dans une dizaine d'années, ça va être très, très, ce sera très, très, ce sera mis en place partout, en fait. Ce sera homogénéisé dans tous les pays de l'espace Schengen. Ça marche, ouais. Ok, super, super, super. Et peut-être une petite information aussi sur l'intégration avec BookingSync. En fait, donc les réservations seront automatiquement envoyées à check-in. Et en fait, dès que vous aurez une réservation, un lien sera généré avec les informations, du coup, le nombre de voyageurs, les dates de la réservation pré-remplies sur le lien check-in. Et en fait, ce lien peut être rajouté à vos notifications BookingSync. Notamment dans la notification Smooth Check-in ou alors la notification de votre choix. Et en fait, ce lien part à votre voyageur et en fait, en quelques clics, ils peuvent faire leur online check-in. Donc, c'est quelque chose d'assez simplifié. Et voilà, si l'étape d'identification n'est pas rajoutée du coup dans les services auxquels vous souhaitez souscrire avec check-in, en tout cas, l'étape de check-in est vraiment simplifiée grâce à ce lien, grâce à l'intégration des deux systèmes. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez facilité, en tout cas. Moi, j'ai Et encore une effectivement, question. si, ouais, oui, allez-y, Benoît. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais justement, j'allais dire, Benoît, je sais que nous, en Belgique, on a pas mal regardé ce pays. Par contre, on n'est pas forcément sur toutes les obligations légales de la Belgique. C'est pas un pays qu'on a vraiment trop approfondi, mais on serait ravi de connaître un petit peu plus ce pays. Donc, si jamais certains ont des propriétés dans d'autres pays où on n'est pas encore trop présent, on sera ravi de développer ces pays pour apporter la solution adéquate dans ce pays. Tu vas pouvoir t'intéresser à la crise communautaire entre les Flamands, les francophones et les germanophones. Je te souhaite beaucoup de plaisir. Ça risque de te prendre plus de temps que l'ensemble des pays que tu as déjà traités. L'Italie est pas mal. Hein. L'Italie est vraiment un des pays pour nous qui est le plus compliqué. Hein. Je veux bien le souligner là-dessus. Ah oui. J'ai rigolé quand tu parlais des anciennes cartes d'identité du 20e siècle en Calabre et ça m'a rappelé les souvenirs. Alors, c'est surtout parce qu'en Italie, en plus de la police, il faut envoyer ces informations aux statistiques et que les statistiques, il y a plus d'une trentaine de portails différents selon les régions. Donc, en fait, ça veut dire que pour nous, c'est une trentaine d'intégrations différentes avec des informations. Enfin, c'est pas du tout centralisé. Donc, nous, au niveau technologique, ça a été un investissement énorme. J'ai une petite question pour Audrey encore. Et d'abord un merci parce que c'est énorme toutes les possibilités que nous offre BookingSync avec toutes les applications différentes, etc. Franchement, bon, tout ne se passe pas toujours comme sur des roulettes, c'est normal, ça reste technologique et c'est pas toujours évident. Mais bon, c'est quand même merveilleux d'avoir autant de possibilités associées à notre PMS. Donc ça, c'est quand même le point très positif. Super. Que j'ai déjà d'ailleurs que j'ai déjà communiqué à d'autres membres de BookingSync et notamment à Florian aussi. Mais donc, par contre, peut-être, c'est pas une critique, mais c'est comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver? Parce que parfois c'est compliqué. Hein. Nous, au départ, on était avec Wishbox et puis on nous a proposé You're Welcome aussi, qui est franchement très bien. Puis maintenant, on découvre Check-in. Puis alors, il y a Sweekly, puis il y a Igloo Home, et puis alors en fait, on a tellement, et puis il y a Rental Ninja qu'on peut également prendre. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore avec eux, mais c'est énorme. Et en fait, tout le monde fait un peu de tout, et on a du mal à s'y retrouver parfois et à se dire tiens, oui, mais finalement, je travaille avec qui? J'entends, oui. Ben oui, et puis bonne et mauvaise nouvelle du coup dans ce que vous dites, c'est qu'on cherche à avoir de plus en plus de partenaires aussi. Donc, il va y en avoir encore plus. Après, en fait, on veut vraiment fonctionner sur le système du centre d'application, donc l'App Center.
dans lequel c'est vraiment en fait au client mais de choisir l'application qui lui convient le mieux. Donc, j'entends et je comprends complètement votre questionnement sur OK, mais en fait, avec qui je travaille? Il y a beaucoup de partenaires qui sont là maintenant intégrés. Voilà, c'est vraiment. Alors, je prends le point et c'est peut-être quelque chose qu'on devrait améliorer côté Booking. C'est vrai que pour l'instant, on travaille sur offrir le plus d'intégration possible. Donc, voilà, quand on se fait approcher par des partenaires comme Check-in, on va regarder en fait qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme valeur ajoutée aux utilisateurs. Et donc, c'est là que tout un processus du coup de partenariat et d'échange commence sur cette intégration-là. Maintenant, ouais, après, comment vous y retrouvez? Quels sont les partenaires qui vous correspondent le mieux? Peut-être qu'il y a quelque chose où on doit s'améliorer, je dirais, bien que on veut vraiment en fait que cet App Center soit le plus ouvert possible. L'idée, c'est vraiment au client mais de choisir le partenaire qui lui convient le mieux. Un Donc, tableau comparatif, c'est imaginable ou? ouais, alors je sais, on veut retravailler, on veut complètement refaire en fait l'App Center, déjà ajouter des catégories, parce que c'est vrai que là on a complètement conscience, quand vous arrivez sur l'App Center, vous retrouvez tous les partenaires sur la même Ouais. page. Donc c'est dur de savoir en un coup d'œil en fait qui est plateforme, qui est service de check-in, qui propose des services d'enregistrement de stockage des bagages. Enfin, voilà, en fait, on a différents partenaires qui ont des services complètement différents et ça, en un coup d'œil, on ne le voit pas. Donc ça, c'est clair que c'est quelque chose qu'on veut faire. Faire de l'App Center quelque chose de plus visible, de plus intuitif pour l'utilisateur Booking Sync. Après, on souhaite vraiment laisser le choix et la liberté au client de choisir le service qui lui convient. C'est pour ça qu'on organise ce genre de webinar pour que les partenaires puissent se présenter. On vous invite vraiment à contacter aussi après les partenaires pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations auprès d'eux. Voilà, là, si vous avez des questions sur Check-in, je vous invite vraiment à reprendre contact avec Nicolas. L'idée, c'est vraiment de laisser aux partenaires la possibilité de se présenter, parce que je n'ai pas la prétention de faire voilà, le travail de Nicolas, je ne le ferai jamais aussi bien que lui pour présenter Check-in. Donc ouais, je prends le point et je l'entends. Je pense que là où on peut améliorer les choses, c'est notamment sur la réorganisation de l'App Center. Après, c'est sûr que ouais, il y a beaucoup, même moi en fait, et nous, on a cette problématique-là aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, de plus en plus d'acteurs sur cette industrie, qui est en fait encore assez nouvelle et c'est génial de voir tous les services qui émergent. Et c'est des fois pas facile du coup de savoir vers lequel aller, quoi. Donc, Un tableau comparatif, ce serait vraiment bien. Mais je suis conscient que c'est du boulot, mais au moins ce tableau comparatif pourrait ouais, être modifié à chaque fois qu'il y a un changement. Tiens, ça, c'était pas possible, maintenant c'est l'est avec tel. Mais bon, c'est du ouais. boulot. Et Alors, ouais, alors Benoît, je suis assez d'accord avec vous, mais c'est énormément de boulot parce que c'est une industrie, nous, on avance à très, très grands pas, très, très rapidement. C'est un peu justement notre force de start-up comme la nôtre, c'est qu'on est capable de s'adapter et d'aller très vite. Du coup, ces tableaux deviennent vite obsolètes. En tout cas, pour souligner, Booking Sync, c'est quand même un des acteurs dans les PMS, nous, avec qui on a eu des intégrations, qui a été qui a approfondi le plus la manière de comprendre qu'est-ce qu'on faisait vraiment, de vraiment analyser s'il y avait vraiment un besoin par rapport à leur clientèle. Il y en a d'autres qui veulent juste envoyer des nouvelles intégrations. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment apprécié avec Booking Sync, c'est que ils ont vraiment essayé de comprendre, de valider, et après il y a quand même si c'est amélioré peut-être parce que c'est le début, en tout cas il y a une qualification de notre solution sur leur marketplace ou sur leur app store qui est quand même assez avancée. Je tiens à dire, c'est quand même c'est très intéressant de travailler justement avec eux parce que on n'est pas encore plus caché dans la masse. Là, on a vraiment quand même une explication sur une introduction sur notre solution. Et là, on tient à les remercier sur ce côté-là.
Oui, une question, c'est la deuxième partie de la question de Benoît. C'est que, bon, pour nous, ça fait beaucoup de fournisseurs de services, mais aussi pour les clients, ça fait beaucoup. Là, je vous avais parlé de l'intégration par rapport au Sucli, par rapport à l'ouverture des portes. Est-ce que vous envisagez d'intégrer d'autres services euh, à, à votre offre ou bien, je sais pas moi, c'est-à-dire par Alors, exemple, ah, par exemple, avec Sweetly, par exemple, c'est nous, on part du principe que moins il y a de communication, si on réduit le nombre de communications avec le guest, on aura une meilleure conversion sur la réponse. Ok, donc, par exemple, Sweetly, on a vraiment, on pense vraiment que au lieu d'avoir deux différentes communications, en faire qu'une et pouvoir faire les deux en même temps. Après, pour le reste. Pour nous, pour l'instant, on n'en voit pas plus. Nous, la prochaine étape qui nous intéresse énormément, c'est pouvoir aider donc dans le paiement des taxes de séjour de la partie haute au gouvernement. C'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir automatiser aussi cette partie pour que les propriétés, elles n'aient pas à faire leur virement chacun de leur côté. Enfin, chacun de leur côté, si, mais qu'on puisse en fait faire un paiement en one click sur un clic et pouvoir payer le gouvernement directement leurs taxes de séjour. Mais après, pour l'instant, on n'a pas d'autres solutions qu'on veut intégrer et on ne voit pas d'autres solutions pour le moment qui seraient intéressantes d'intégrer dans notre flow. Les taxes de séjour, elles sont, pour beaucoup d'hébergements français maintenant, elles doivent être payées au pourcentage. Je n'ai pas lu ça dans ta liste. C'est faisable aussi? Ouais, c'est faisable aussi. C'est faisable aussi. Je m'excuse, je vais devoir y aller car j'ai un prochain appel. Je vous propose de peut-être terminer l'enregistrement ici. Si vous avez des questions, alors j'ai envoyé ton adresse, Nicolas, mais peut-être en privé du coup sur le chat. En tout cas, si tu veux peut-être remettre le dernier slide pour qu'on voit ton contact. N'hésitez pas du coup à contacter Nicolas pour toutes les questions un peu plus précises que vous avez, notamment sur la taxe de séjour. Et en tout cas, un grand merci pour ce webinaire, Nico, et pour tout le boulot que vous avez fait aussi d'intégration avec nous, parce que c'était aussi beaucoup de boulot de votre côté. Et ravi d'entendre aussi que voilà, le partenariat vous a été aussi quelque chose de bien vu et de bénéfique de votre côté. Et c'est vrai que voilà, on a beaucoup de sollicitations en fait, d'acteurs de l'industrie et ça prend du temps d'analyser toutes les demandes et tout. Et en tout cas, on est ravis que ça se soit concrétisé avec Check-in et on espère que ça pourra aider les property managers sur ce devoir en fait, qu'ils ont aussi d'enregistrer les clients qui va sûrement évoluer. Et c'est là où vous avez, vous, un œil sur ça et c'est top du coup de s'appuyer sur des partenaires comme vous, quoi. Donc, c'est super. Je te remercie. Merci Audrey, merci à tous d'être venus et merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Audrey, 10 secondes. Dans ce milieu-là, il y a tout le monde qui réduit ses effectifs. Airbnb, il n'y a plus moyen de parler à personne. Booking, ça dure des heures. Rentals United, on part de chez eux tellement c'est scandaleux. Il n'y a vraiment aucun service. Et il n'y a plus qu'à Booking Sync, on a encore un vrai service. Non, mais je trouve qu'il faut le dire. On pose une question, on nous répond. Le service client est excellent. Enfin voilà, merci beaucoup parce que c'est gentil. Merci à vous. C'est quand même important de pouvoir s'adresser à quelqu'un et d'avoir des réponses. Et bien sûr, oui. Il y a plus grand monde qui offre ça. La situation est compliquée. On fait tout pour garder le même niveau de service. Et ouais, c'est clair que c'est quelque chose pour lequel on se bat là dans la boîte. Et on est bien parti pour continuer à rester. Allez, merci. Ouais, merci. Et toujours là. Merci à vous. Passez une bonne journée. Bon courage à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.